Frioul qui se dessine devant vous. Ce matin on avait un ciel un peu couvert et là heureusement ça se dégage un petit peu avec le vent qui rentre. Et du coup je vais en profiter pour vous montrer un petit peu, faire découvrir un petit peu ce magnifique port que vous voyez là, hein, qui est le port du Frioul, immense d'ailleurs, qui est plus est. Et on va pouvoir en discuter, je vous raconter un petit peu les péripéties. Donc je suis arrivé de nuit, hein, une arrivée de nuit très impressionnante parce qu'avec les perspectives entre Château d'If, Frioul, toutes les îles un peu à droite à gauche, plus toutes les lumières de Marseille qui du coup nous polluent un petit peu la lecture, c'est assez impressionnant. Bon, heureusement ça se passe très bien, etc. Mais pour une première arrivée, une toute première fois, c'était sacrément impressionnant dans sa beauté, hein. C'était très joli, ces grands îlots noirs, complètement noirs, qui venaient se grossir comme ça et d'un coup disparaître derrière un autre. C'était impressionnant. Voilà, bah écoutez, on est sur l'île du Frioul, une île particulière, hein, puisqu'ici règne un petit peu le côté sauvage, hein. On est dans un endroit protégé. Et donc il y a des règles, etc. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Techniquement, typiquement, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On ne peut pas faire de vélo, par exemple. Il n'y a pas de location de vélo, j'ai vu ça. On peut pas faire on peut pas faire le plein de gasoil non plus. Il n'y a pas de station de gasoil. Je regarde juste le bateau là-bas parce que s'il doit manœuvrer et s'il lui prend l'envie de venir à côté de Saori, il va falloir que j'y aille en courant. Voilà, parce que ça va être un peu ça le défi de la vidéo, des vidéos, ça va être de monter là-haut, faire un beau panorama autour de Marseille, sans qu'aucun bateau ne rentre et prenne le risque de s'empaler sur Saori, vu que là, le vent souffle et que les gens, c'est quelque chose, hein, les manœuvres. Alors regardez, on peut prendre l'exemple de celui-ci, là-bas, le bateau que vous voyez là au-dessus de mon doigt, qui est arrivé il y a une demi-heure. Le vent force. Alors il faut savoir que c'était pétole toute la journée, donc ils avaient 1000 fois le temps d'arriver et de faire leurs manœuvres, notamment ceux qui sont débutants, ceux qui sont aguerris et qui connaissent et qui peuvent faire leurs manœuvres tranquillement dans beaucoup de vent comme ça, aussi difficile soit-il, ils prennent leur responsabilité. Mais pour ceux qui ont moins l'habitude, là les gens sont tous arrivés quand le vent s'est levé. Donc du coup dès que le vent s'est levé, ils sont tous arrivés les uns après les autres. Ce bateau là en faisant partie, il est neuf, hein, il est à neuf, il vient de sortir du chantier. Ça doit coûter entre 200 et 300 000 euros, je dirais plus dans les 300 que dans les 200, même si je ne connais pas grand chose. Ils sont arrivés, ils ont fait leur petit amarrage quoi, sans commentaire. Et après avoir bien bichonné le bateau pour que le rosé soit bien en place dans le frigo de cockpit, carrément un frigo de cockpit. Maintenant on en est là, il faut que le rosé il soit à portée de main du barreur, quoi, c'est très important. Bon au bout de 10 minutes ils sont partis, ils sont allés j'imagine au restaurant et depuis le bateau il tape contre le ponton. Voilà, bateau tout neuf, la jupe arrière, vous savez, les jupes bien plates là comme les bateaux modernes, et depuis tout à l'heure le bateau il est posé contre le ponton. Voilà, donc c'est pour ça que je surveille un peu les bateaux. C'est un peu l'ambiance aussi locale, mais en tout cas on va pouvoir reparler de tout ça et vous allez voir que il y a plein de belles choses à dire sur cet endroit. Déjà, première chose à dire, c'est le côté chaleureux des gens. Les gens ici, attendez, je vais vous mettre sur ma tête. Comme ça vous m'entendrez mieux, je pense. Ouais, les gens ici, hein, département des Bouches-du-Rhône, mais même encore plus, je pense, la zone de Marseille, il y a vraiment une chaleur humaine typique à ce qu'on aime dans le côté de la Provence, du sud de la France, etc. Ce dont on caricature souvent, etc. Et avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Regardez un peu ce panorama, hein, c'est quand même impressionnant, quoi. Et au final, on se rend compte que c'est vraiment typique à Marseille, ce côté chaleur humaine, ce côté acceptation de tout, ce qu'importe l'âge, qu'importe le sexe, qu'importe les orientations, qu'importe qu'importe la couleur de peau. Ici vraiment
tout le monde est traité à la même enseigne et en plus de cela, donc on va lire un petit peu. Vous êtes ici, nous on veut aller au fort de Pomègue, voire même là, à la pointe d'Ouriou. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Hop. Donc ouais, comme je disais, ici c'est vraiment une ville, bon bah forcément portuaire, historique, hein. On retrouve un petit peu la même chose qu'à Athènes, hein, ce côté acceptation de tous, historiquement parlant, culturellement parlant, ça reste. Et j'imagine que peut-être Naples, ça peut être aussi un petit peu la même chose. Mais en tout cas c'est une vraie découverte. De moi qui suis natif d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence étant qu'à 30 km de Marseille, on est quand même les voisins entre guillemets, pas les plus proches, mais presque. On est quand même très près. Et pourtant, vous voyez, on n'a pas l'accent, etc. Il y a toute une culture comme ça de Marseille qu'on connaît, mais de loin, quoi. Qu'on observe de loin, mais qu'on n'a pas. Oh là là. Oh, ah oui. Ah oui, d'accord. Je suis jamais venu là. On découvre ensemble, hein. C'est une découverte. Ah oui, oui, oui. Petite crique, petite calanque, hein, avec de l'eau toute transparente, avec des petits oursins au fond, etc. J'ai pris de la documentation, on va lire un petit peu aussi ce qu'il en est. On va essayer de se renseigner au maximum. Voilà, donc en tout cas, je voulais commencer par ça, et ça me paraît le plus important, c'est la gentillesse des personnes ici, que ce soit la capitainerie, que ce soit les navettes du Frioul. Navettes du Frioul, moi, ils étaient un peu étonnés parce que j'ai demandé qu'un retour. Donc c'est pas tous les jours qu'ils ont des touristes, entre guillemets, qui demandent juste un retour. Parce que étant arrivé ici avec mon voilier, évidemment, je n'avais pas besoin de... Alors attendez, parce que là, on est surveillé. Regardez là, la sentinelle là. Sentinelle là. Et sentinelle là, en fait il y a des snipers un peu partout autour, et appelé gabian dans le jargon ici, et appelé sinon goéland en français. Et donc ces gabians là, apparemment ils défendraient un peu leur territoire si on s'écarte un peu des sentiers battus. De toute façon, en soi, on n'a pas le droit de s'écarter des sentiers battus puisque tout est protégé. Mais moi, mon sentier il passe là au milieu de leur nid, donc je sais pas, est-ce que c'est une légende? On verra, en tout cas soyez prêts à courir. Je vois qu'ils sont tous positionnés comme des snipers les uns à côté des autres. Ah. Bonjour. Voilà, encore un autre panorama, je découvre en même temps la scène, hein. C'est quand même très joli. Je me pose un peu, que ça bouge moins pour vous. Si admirer. Ah, cette roche blanche calcaire, hein, qui ressemble énormément à cette roche de la Sainte-Victoire également, hein. Ça fait penser à la maison. Bonjour. Alors du coup, le fort de Pomègue, c'est bien par là. Mais écoutez, on va y aller, on verra bien. On verra bien. Bonne chance, hein. Hop, en priant pour que personne soit en train de manœuvrer autour de Savori, si possible, je vous en supplie. Ah, est-ce que c'est fermé peut-être? Non. Non, on est bon, on est good. Bon bah écoutez, on est parti. Voilà, donc je voulais vous parler encore de cette chaleur humaine qu'on retrouve aussi également. Regardez comme c'est beau. Je baisse un petit peu, ça, vous voyez un peu le sentier, vous voyez marcher comme ça, comme si vous y étiez. Et bah tout simplement, voilà, comme je disais, j'étais en train de prendre mon billet retour. Du coup, forcément, j'ai dû aller voir le capitaine en question pour aller acheter mon billet directement. Et après, quand j'ai demandé mon billet, tout délicatement, comme un enfant vraiment, je lui ai demandé, est-ce que ce serait possible de venir dans la cabine avec vous, la cabine du capitaine, quoi. Il m'a regardé, il m'a dit oui, allez bien.
Et du coup, bah, j'ai pu assister à sa manœuvre de port, hein, bateau monstrueux. Hein, on parle de la navette du Frioul, donc c'est... Oh putain. Merde, face à face. C'est vrai que c'est quand même bien gardé. Hein. Ah bah oui. C'est pas des blagues alors. Il y en a de part... Alors je sais pas si vous les voyez parce qu'il faut les voir. Il y en a un là, un sur le caillou là, un sur le chemin là. Il y en avait 2-3 par là. Faut pas leur tourner le dos en plus. C'est vraiment sur l'école ou pas? L'école, d'accord. Ok, bon bah, ça me paraît clair. C'est le domaine des gabions quoi ici. Bah, c'est dommage pour la vue. On avait une belle vue sur Marseille de là-haut. Je retente un pas juste pour voir si le signal est toujours bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont sérieux oh. C'est quoi cette histoire? Bon écoutez, la légende est donc vraie. La légende est donc vraie. Ne jamais tourner le dos à un gabion au Frioul. Regardez, hein, ils sont là, c'est fou. Hein. C'est vraiment des sentinelles quoi. On se sent dans les... Enfin bref. Bon bah écoutez, on va suivre le chemin des touristes, le chemin autorisé. Alors ça c'est la meilleure. Heureusement qu'ils m'ont prévenu les voisins de Ponton, parce qu'il y en a avec qui j'ai sympathisé, super gentils, qui m'ont reconnu. Très très gentils, et on a un peu parlé. Je leur dis alors c'est où le meilleur point de vue? Je vais aller là. Je me dis là, fais attention quand même. C'est quand même fou de se faire arrêter par des oiseaux quand même. Hein. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Moi je dis pas qu'on pourrait forcer la chose. Mais bon, quel intérêt quoi. Si c'est leur terrain, c'est leur terrain. Hein. Surtout qu'en plus on est dans un domaine un peu protégé. Donc protéger des goélands, c'est pas forcément la meilleure chose à faire techniquement. Ah là là. Très drôle en tout cas. Vous avez vu, hein, comme à chaque pas que je faisais, il redécollait. Hein, donc c'était vraiment le signal. Oh, écoutez, hein, la vue est pas moche d'ici, hein, mais on verra pas Marseille. Alors il faudrait que j'aille de l'autre côté. Mais bon, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je vous montrerai la vue de Saori peut-être. Peut-être qu'on finira comme ça, ouais. Bon, en tout cas, c'est quand même magnifique. Hein. C'est quand même magnifique. Il y a ce côté un peu lunaire là qui est très appréciable. Regardez cette roche. Regardez un peu cette roche. C'est hyper épais, hyper comment dire, c'est pas du tout lisse, très calcaire. Bon, on va aller voir là-bas, puis après on retournera au bateau du coup. Comme ça je ferai qu'une vidéo, je voulais en faire deux, une en haut, une en bas, mais bon. Voilà, bah écoutez, que dire d'autre? Bah, le plaisir justement, désolé c'est un peu décousu, mais quel plaisir de pouvoir voir ces gros bateaux énormes qui doivent peser je ne sais combien de tonnes avec des moteurs qui te font vrombir, qui te pourfend la mer, qui te la détruit en 1000 morceaux. Et de le voir manœuvrer comme ça avec ses petits joysticks avec juste 2 doigts. Et ben c'est comme quoi, hein, c'est qu'importe le bateau, que vous soyez sur un gros bateau, sur un tout petit bateau, sur un voilier, sur un bateau à moteur, qu'importe la taille du moteur, qu'importe le déplacement du bateau, les bonnes manœuvres, les belles manœuvres, elles se font vraiment avec 2 doigts. Même, la morale c'est que c'est même sur un énorme bateau comme ceux qui transportent les gens au Frioul, grosse navette, et ben même eux ça se fait comme ça sur les pontons avec 2 petits doigts.
Et après, pareil, j'ai pu voir un petit peu comment leur visu, leur vue et tout. Moi, ça m'a permis de comprendre un peu. Maintenant, l'idée, c'était un petit peu de prendre en expérience pour comprendre quand moi je navigue et que je les croise, bah, comment ça se passe dans leur cockpit, quoi. J'ai été très silencieux, hein. Le but, c'était pas de les déranger, de pas être vraiment en mode touriste à poser 12 000 questions. L'idée, c'était d'être très observateur. Au contraire, le plus silencieux possible, de faire discret pour qu'ils restent dans leur monde un petit peu naturel, dans leur façon de faire la plus naturelle possible. Et donc bah, j'ai pu en apprendre plein de choses, etc. De voir un peu comment ils manœuvraient, comment ils rentraient dans le vieux port avec un bateau de je sais pas combien de mètres de largeur, au moins peut-être 10 mètres de large, et ils rentrent dans le vieux port comme ça à 6 nœuds. Et tout en maîtrise, etc. Que forcément, s'il faut à un moment faire quoi que ce soit, alors ils ont plein de moteurs un peu dans tous les sens qui leur permettent vraiment de pouvoir maîtriser le bateau un peu. Ils ont leur moteur principal et leur barre principale pour quand ils font leur route. Et puis après, quand ils sont dans le port, ils peuvent un petit peu déraper, faire comme ça, faire pivoter. Ils se servent de ces petits moteurs là, moteur d'étrave et moteur de poupe, j'imagine, qui permettent de pouvoir faire pivoter le bateau et faire des manœuvres magnifiques. Et ils font descendre les gens avec une seule amarre, hein, en garde dynamique, hein. Encore une fois, hein, la garde dynamique, c'est pas une légende, hein. Si des gens s'ils font descendre des ferries, des personnes en garde dynamique marche avant, bah, je peux vous assurer, c'est que c'est efficace, hein. C'est que ça marche, c'est que c'est prouvé, testé et approuvé. Donc là-bas on voit des cormorans sur des cailloux qui est là-bas. Il y a pas mal de cormorans, c'est assez sympa. C'est superbe comme balade, hein. J'espère que vous appréciez, hein, parce que c'est somptueux, hein. Très spécifique aussi à cette région. Puisqu'après ça sera tout ce qui est Estérel et compagnie, ça sera beaucoup plus rouge. Vers Saint-Tropez et tout ça. Peut-être alors la vue. Et non, on va devoir aller tout en haut, c'est pas grave, hein. Je pense que tout en haut on l'aura, hein. Voilà, que dire d'autre? Bah écoutez, un endroit comme je vous dis très naturel, très protégé, avec peu de construction. Il y a 1, 2, 3 restaurants le long là, qui servent à la survie des touristes le soir. Il n'y a même pas de quoi faire le plein. Il y a une micro supérette où je pensais pouvoir faire un demi-ravitaillement, mais même pas, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de quoi survivre dans cette supérette. Il n'y a même pas de quoi faire un petit avitaillement, quoi, c'est pour dire. Et puis voilà, il y a quelques maisons là, hein, les trucs oranges que vous voyez. Quelques maisons autour du port, j'imagine que c'est pour les locaux, etc. Mais il y a quand même peu de... On peut même pas appeler ça un village, quoi. Il n'y a vraiment pas de... La petite placette avec le petit centre-ville, le petit truc, etc. C'est beaucoup plus petit que ça, c'est vraiment juste quelques habitations. Et cette navette, hein, qui part de 6 h du mat à 22 h le soir, hein, ça c'est le gros plus. C'est que justement la navette, elle fonctionne tout le temps, une fois par heure grosso modo. Et donc ça permet une vraie liaison et que les gens puissent vraiment venir visiter, etc. sans rester coincés ici des heures et des heures. Vous pouvez très bien venir pour quelques heures, vu qu'il y a quand même, comme vous le voyez, peu de végétation, il y a très peu d'ombre. Donc ça, on prend vite chaud ici. Bien, comme les pigeons, comme les pigeons.
Alors, où sommes-nous? Rucastua, Truca, la roche percée. Et on est où là? On n'est pas dans le... On va pas au fort? Ah, c'est ça la roche percée, pardon. C'était de l'autre côté. J'ai l'impression qu'on a raté l'entrée du fort. Attendez. Parce que j'ai une carte. Évidemment, un marin ne part jamais sans sa carte. Il y en a un petit qui remonte juste après. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste après ce virage. Il y a un petit chemin qui remonte. En tout cas, je vous invite fortement pour l'instant, vraiment depuis que je suis rentré en Méditerranée française. Donc depuis Perpignan, quoi, grosso modo. Pour vendre et tout. C'est clairement la destination hein, pour l'instant. Regardez la différence entre ça et ce qu'on a pu voir, même la Camargue. Malheureusement, la Camargue, la triste Camargue. Bon, alors de loin, forcément, ça peut pas être très esthétique parce que c'est surtout des marais à perte de vue. Quand c'était à l'état sauvage, c'était des grands marais avec des canaux, etc. Donc, c'est pas ce qu'il y a forcément peut-être de plus harmonieux. Mais il y a tellement d'usines, etc. J'étais tellement attristé de voir qu'il y avait des usines au bord de l'eau, au pied du Rhône, quoi, vraiment entre le Rhône et le petit Rhône. Donc c'est même pas à l'extérieur, vers Martigues, Fos, etc., autour de l'étang de Berck, on sait que là, c'est café d'usine, etc. Et c'est déjà pas, enfin, c'est une zone qui est pas terrible. Mais là, d'en voir en Camargue, comme si on était justement à Fos, tristoun, quoi. Tristoun. C'est pas que je rate le chemin. Voilà, alors qu'ici quand même il y a déjà un petit peu plus de... Alors je dirais pas que c'est parfait, hein, mais c'est quand même vachement mieux entretenu. Et je dis pas que non plus les touristes, on leur fait tout gratuit, loin de là. Mais il y a quand même ce côté où... superbe. Ce côté chaleureux, en fait, ce côté humain que j'avais complètement perdu justement dans mes ports précédents et qui m'avait démoralisé au plus haut point. Vous n'étiez qu'un pion parmi tant d'autres, vous n'êtes qu'un portefeuille parmi tant d'autres, vous n'êtes que vous soyez un bateau fantôme à faire jamais naviguer, une navigation tous les 3 ans. Aucune différence, et s'il y a une différence, c'est en votre défaveur, ce qui est encore plus absurde. Voilà, bon après on ne demande pas encore que ça soit exceptionnel n'importe où, hein. Mais ici, vous arrivez gentiment, on vous sourit, vous donnez une photocopie de vos papiers, voilà, avec, ailleurs on vous demande vos papiers d'origine, ce qui n'a aucun sens. Et puis après on vous demande une photocopie, on vous laisse aller dormir, le lendemain ou le surlendemain, vous payez en partant, selon ce que vous avez, selon combien de temps vous êtes resté, etc. Enfin vraiment quelque chose de beaucoup plus... Waouh, il y en a des bateaux, mais ça c'est les bateaux d'école de voile, je pense, ils se régalent. Il y a une grosse école de voile au Frioul là, et ils ont des longs bateaux comme ça, parfait pour apprendre, hein. Si vous voulez apprendre, pareil, hein. Si vous voulez apprendre avec la voile légère, c'est un peu trop casse-gueule pour vous. Voilà, on parle de petits quillards, hein. Je pense que c'est des petits quillards, mais ils sont bien grands. Il y a beaucoup de place, beaucoup de winch, beaucoup de place pour manœuvrer, bien équipés avec des rails de GV, des rails de trucs dans tous les sens, des Alba, un peu toutes sortes de réglages qui existent pour justement vous permettre c'était quoi le shirt? Oui, des Alba, vous pouvez envoyer le SPI sur ces trucs là, etc. Donc c'est vraiment extrêmement bien pour débuter la voile, au lieu de commencer comme mes voisins de ponton avec un bateau en
en mauvais état et de se régaler à s'écraser sur les bateaux des autres sans une once de... Alors avant de manœuvrer, ils sont tétanisés, hein, mais une fois qu'ils arrivent et qu'ils sont enfin accrochés, d'un coup le seul truc qui leur importe c'est d'aller boire pour se détendre, mais le fait de s'être écrasé sur le ponton ou sur le bateau voisin, ça ne les dérange pas plus, ce qui est vraiment hallucinant, hein. On est dans un monde hallucinant, hein. Ça c'est vraiment c'est impensable, hein, que ce soit ainsi comme ça, hein. Là j'ai l'exemple encore, personne s'amarre. On était donc il y avait les 3 personnes, donc il y avait mon bateau, un bateau voisin et il a voulu se mettre au milieu, d'accord. Donc après 15 000 essais, mais ça que vous fassiez des essais dehors c'est pas grave, hein, vous avez le temps d'appréhender le vent, le truc et tout, c'est pas un souci. Le problème c'est quand vous vous engagez pour de bon, que la personne elle faisait neutre 4000 tours minute, neutre 4000 tours minute, neutre 4000 tours minute, forcément le bateau faisait n'importe quoi, entre le vent qui soufflait, le pas d'hélice, etc. Du coup il était difficile à maîtriser. Écoutez bien l'histoire, hein. C'est véridique, ça s'est passé il y a 1 heure, hein. Donc la personne arrive malgré tout, donc forcément moi j'étais aux aguets directement, je les ai vus venir avant qu'ils rentrent dans le port, je les avais déjà repérés. Donc j'étais sur mon bateau en train de me dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun danger sur mon bateau, je reste sur mon bateau. Dès que la manœuvre est quasiment finie, je saute et je vais les aider à s'amarrer, voilà, par gentillesse, quoi. Donc l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est pas parce que voilà, moi je vais quand même aider, mais je vous explique quand même l'histoire. Donc moi j'étais aux aguets sur mon bateau. Les personnes à côté, elles étaient un peu plus sereines, mais au dernier moment, après que le mec ait fait 40 000 tours sur lui-même, il a quand même pris le temps de préserver son bateau aussi, mais c'était un bateau de location, donc il s'en foutait un peu plus, hein, faut dire ce qui est aussi, hein. Donc là, si on lui rentrait dedans, bon il allait dire à la loc, bon un tel m'a rentré dedans, nos sous-sailles, ok, bon on fera les papiers, tout le monde s'en fout, etc. C'est impressionnant, quoi. Et après il y avait encore d'autres voisins à côté qui sont eux descendus de leur bateau parce que moi-même je les avais aidés à amarrer parce que eux-mêmes étaient en galère. Alors du coup par culpabilité ils sont venus aider. Donc on se retrouve à 6 en train d'attendre que monsieur finisse de faire des tours en rond dans l'eau pour pouvoir bien vouloir un petit peu se mettre cul à quai et pouvoir s'amarrer, etc. Bon. Au final la personne arrive en crabe et tout, mais il y avait quand même de la place, hein, donc il y avait quand même 2 places entre là où il devait se mettre. Donc il y arrive d'une manière ou d'une autre, il arrive à se rapprocher du bateau, il se pose contre le bateau voisin, donc déjà moi là c'est déjà erreur. Et au moment où il est posé, le voisin il en peut plus, il monte à bord, il finit la manœuvre, il monte à bord, il prend le bras, enfin, excusez-moi, est-ce que je vous permettez? Le mec il était tétanisé, il en pouvait plus, il savait plus ce qu'il faisait, du nord, du sud, d'où venait le vent, il n'avait plus aucun repère. Et du coup, l'autre a fini la manœuvre, on lui donne la pendille, il va pour accrocher la pendille, et vous savez la pendille, ça, vous avez le ponton qui est là, elle plonge sous les bateaux, après vous la récupérez, du coup elle remonte au nez, et ce qui compte évidemment c'est ce qui est au fond de l'eau de ce côté là, hein, et qui accroche le nez du bateau, hein. On prend l'exemple bateau, c'est ça, le ponton il est là, d'accord, ok. Le but du jeu c'est de prendre la pendille qui va faire comme ça, l'accrocher au bateau, et là elle va pendre et elle va être molle, il faut qu'elle reste molle là. Bon lui il a pris la pendule et il l'a tendu du ponton jusqu'à son taquet, il a fait une garde avec, il a fait une garde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et encore même pas vraiment une garde, enfin, il a fait n'importe quoi, c'est à dire que la pendule, au lieu de l'accrocher pour pas que le bateau reparte en arrière, il tirait pour justement que la pendule le fasse reculer en arrière, voilà. Et ça c'est propriétaire de bateau, c'est pas ils sont en stage, on rigole parce que justement ils apprennent, etc. Ils sont encadrés par un professeur qui peut reprendre la main à tout moment, aucun souci. C'est là-bas qu'on ira demain, hein, au cas où. Demain on file là-bas, on sera peut-être un peu face au vent au début, après pétole, et après on va se cacher du fort Mistral qui va arriver, mais ça je vous en parlerai plus tard. Ne sortez pas des sentiers battus.
en fait, ils font la garde, on dirait une garde militaire. Regardez. Là. Bon, après, ils sont posés sur leur falaise, hein, je dis pas, mais ils sont quand même tous à la distance respective, de la même distance de la route. Enfin. Aïe aïe aïe, voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais des manœuvres encore. Forcément, moi, ça me fait mal au cœur parce que le bateau, c'est toute ma vie. Ça fait 6 ans que je vis à bord et que je préserve le bateau comme je peux. Que justement, là, il sort de 6 mois de chantier, de polish, de réparation, d'entretien. Et que ça me ferait chier qu'au bout du 2e jour, il y a un mec qui rentre dedans et qui arrache tout. Hein, parce que les gens sont sans pitié quand vous les voyez manœuvrer à 6000 tours minute, à 3 mètres des bateaux, marche avant, marche arrière. C'est moi, mon cœur, à chaque fois, c'est comme s'il faisait 6000 tours minute en marche avant, 6000 tours minute en marche arrière, tout le sang, il retourne dans l'autre sens, il repart dans l'autre sens. Ça me fait exactement cet effet-là, quoi. C'est vraiment mon sang, il tourne à fond dans un sens, il s'arrête en apnée au moment où il est sur neutre, et au moment où il renvoie pleine balle, voilà. C'est horrible ce que ça fait. Bon, d'autres s'en foutent, hein. C'est sûr quand vous êtes sur un bateau de loc et qu'on vous rentre dedans, bon bah de suite ça vous fait moins mal. Mais bon, techniquement, il y a quand même, on est tous censés aimer les bateaux. Donc il faut arrêter faussement de dire à moi la mer, moi les bateaux, c'est vraiment mon petit havre de paix, mon petit truc où je me sens vraiment dans mon élément et tout. Ça peut être le cas. Mais si vous êtes vraiment dans votre élément, il faut apprendre justement à respecter premièrement les bateaux et deuxièmement les éléments, de savoir que on rentre pas quand on sait pas manœuvrer, on ne rentre pas à 19 h quand le vent se lève, alors qu'on sait très bien, si on a regardé la carte des vents, si on a regardé Windy, on sait pertinemment qu'à telle heure le vent va se lever. Donc on n'en profite pas pour rentrer à partir du moment où le vent se lève, on rentre juste avant. Enfin, je sais pas moi, c'est quand même dingue de se dire ah bah tiens, le vent se lève, ah bah rentrons au port. Voilà, je sais que c'est comme ça que ça s'est passé dans leur tête. Ah vite, ça se lève, attention, ça se lève. Vite, allons nous cacher. Mais ça, c'est qu'ils ont en aucun cas regardé leur préparation de nav, ni 3 jours en arrière, ni la veille, ni le matin même. Et c'est pas grand chose, hein. On ne demande pas de préparer une carte transatlantique avec des traces, avec des trucs, ou même comme en Atlantique, tout simplement, hein, le bord de l'Atlantique, là, si vous faites une trace de 50, 100 000, bon, il va falloir calculer même plus, 200 000, 300 000, bon, il faudra calculer des dérives, etc. C'est autre chose. Là, on vous demande juste de regarder Windy avant de partir et de vous rendre compte qu'à telle heure, ça va souffler et que du coup, si vous avez un petit peu de mal parce que vous n'êtes pas à l'aise, parce qu'on voyait bien que ni à l'avant ni à l'arrière, il n'y a personne qui était à l'aise sur le bateau, ça se voyait, ça se lisait, donc eux-mêmes le savent. Et donc n'ayez pas l'arrogance de se dire, et en plus vous savez le pire dans l'histoire, je suis obligé de vider mon sac parce que moi c'est trop de stress. Le matin à 8 h, 7 h du mat, ça commence à manœuvrer autour du bateau, vous êtes réveillé en trombe ou je sais pas quoi, tellement les bateaux rugissent dans tous les sens, c'est une horreur. Et jusqu'à tard le soir c'est le cas, et vous allez aux toilettes, vous vous retournez pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui manœuvre, vous allez faire vos courses, vous croisez les doigts qu'il n'y ait pas quelqu'un qui manœuvre, vous allez vous balader dans l'endroit le plus joli de tout Marseille. Les Marseillais eux-mêmes ils disent le Frioul on le mérite pas, et ça ça veut tout dire, hein, parce que les Marseillais ils méritent tout, hein, on leur donne trop aux Marseillais, ils sont tellement voilà, ils ont tellement d'empathie pour les gens, etc., qu'on leur donne le bon Dieu sans confession. Mais le Frioul, il est tellement beau qu'on le mérite pas. Et regardez vous-même, hein. Donc là nous sommes sur Pomègue, l'île de Pomègue qui fait partie de l'archipel du Frioul. En face, je sais plus. Ici nous avons le château d'If. Voilà, le bateau il part.
Ici nous avons la Bonne Mère. Et le truc blanc que vous voyez là, c'est le stade Vélodrome. Voilà. Et donc vous avez toute la corniche qui devrait être en face de... Là on fait face à la corniche de Marseille. On a le vieux port qui est là, l'entrée du vieux port, toute la corniche, après tout le côté est de Marseille avec la Valentine, le Vélodrome, etc. Voilà. Et après il y a toute la partie ouest qu'on voit moins avec les stacks, et après tout le reste, quoi. Voilà. Bah, écoutez, moi j'y connais pas grand chose à Marseille, je vous avoue que c'est malheureusement j'ai pas eu le temps, j'ai eu surtout peu de fréquentation marseillaise qui aurait pu me permettre de découvrir un petit peu Marseille de l'intérieur. J'ai eu quelques occasions d'y aller, c'était à chaque fois très sympa, mais c'était surtout pour des concerts, des choses comme ça. Mais ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment le coup. Il y a vraiment comme je dis, hein, je le répète, une chaleur humaine qui est différente, que vous ne retrouvez pas dans tout le reste, hein, tout Côte d'Azur, jamais vous trouverez ça. Toute côte Golfe du Lion, Occitanie, etc., jamais vous trouverez ça. Voilà, après, il y a ses bons et ses mauvais côtés, hein. Mais au moins à Marseille, bon bah, quand on vous aime pas, on vous le dit. Quand on vous aime bien, on vous le dit, et c'est vrai. Quand voilà, il y a ce côté un petit peu plus franc, un peu moins requin, un peu moins attrape-touriste, un peu moins c'est bien ce que tu me dis, mais ce qui compte, c'est que je me fasse le plus d'argent sur toi avant que tu disparaisses, parce que tu voudras plus jamais venir me voir après mes services. Voilà, ça c'est un peu plus l'ambiance du reste du sud de la France, malheureusement. Et c'est vachement déplorable, quoi. Voilà, bah écoutez, je suis très content d'être venu jusqu'ici avec vous. Regardez un petit peu. Nous on est arrivé quand même de là-bas, hein. Un jour, Saori était là, hein. Enfin d'ailleurs même une nuit, puisqu'on est arrivé de nuit. Mais on est revenu comme ça, on a longé. Longé. Et après on a traversé tous les stacks. Donc là on est dans le couloir du vent. Traverser tous les stacks, arriver au Frioul. Et voilà la découverte. Écoutez, bah sur ce magnifique panorama, demain on va aller au bout de ce caillou là, tracer vers l'île du Riou qui doit être juste derrière, je crois qu'on l'aperçoit à peine. On va passer juste à côté de l'île du Riou, entre deux îles, si possible, hein, si la météo est avec nous. Et puis on va tracer jusqu'à Toulon, plus ou moins, hier exactement. Et une fois qu'on sera à hier, là, on sera enfin caché du Mistral. Et c'est à ce moment-là que le Mistral fort va se lever. Donc, moi je suis très... Là, ce paysage-là, il est magnifique. Et on va s'arrêter là, je pense. Moi, je suis très soucieux de ma navigation de demain, puisque en fait, un énorme Mistral va venir là directement se jeter baie de Marseille jusqu'à un peu plus loin. Et même du côté de Cassis, etc. Donc il va venir s'écraser, enfin se jeter, et il va y avoir 40, un peu plus de 40, 50 nœuds en rafale. Donc l'idée c'est d'éviter ça, et on va devoir partir avant, on va précéder le vent, partir, on va avoir des moments de pétole, etc. Donc il va falloir maintenir des vitesses avec le moteur et tout, enfin tout ce qu'on n'aime pas, et aller partir pour se cacher. Et dès qu'on sera à hier, quoi qu'il arrive, techniquement, à partir de hier, le Mistral ne peut plus vraiment atteindre cette zone-là. Il y a d'autres endroits, il y a d'autres vents, il y a d'autres risques. Mais en soi, techniquement, on sera libéré du Mistral enfin. Et de la trame, hein, parce que en plus, c'est un mélange de trame et de Mistral qui se rejoignent. Et du coup, le Mistral est beaucoup plus ouest que d'habitude. Normalement, il est juste plein nord et il descend au sud. Là, il est ouest, donc forcément... ça va être un peu plus compliqué. Je surveille ma nave. Le truc c'est que la météo évidemment bouge énormément, elle varie énormément. Des fenêtres de pétole qui s'agrandissent, des fenêtres de pétole qui se rétrécissent, des moments de front qui débarquent beaucoup plus tôt que prévu, beaucoup plus tard que prévu. Mais ça s'ajuste, c'est-à-dire que depuis quelques jours là on sait à peu près la situation qu'on va avoir, et il n'y a plus qu'à regarder, surveiller, peaufiner, etc.
Donc je vais dire quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je le dis. À Marseille, je le dis. Et on verra ce qu'il en est quand je serai peut-être dans un an ou quoi que ce soit. Mais on parle énormément de cette Méditerranée, de cette météo qui est très changeante, etc. Très variable et imprévisible surtout. On dit beaucoup imprévisible. Et je vais voir en toute humilité, je ne fais que justement, j'ai déjà reporté des navigations, etc. Donc pour l'instant j'y vais avec beaucoup d'humilité. Mais l'idée c'est de voir si le vent en présence, la réalité des choses est si différente des prévisions. Parce que imprévisible, ça veut dire que les prévisions sont fausses pour moi. Hein. Imprévisible, ça veut dire que même si vous regardez les prévisions, on vous dit un truc et au final c'est tout le contraire. Bon, en Espagne ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Mais c'est vrai que est-ce que les gens aussi regardent les prévisions météorologiques? C'est aussi ça la question. Parce que oui, ici c'est très changeant. Oui, vous pouvez avoir 3 vents différents en une journée, un nord, un sud, un est, et tout ça avec des forces différentes, avec des moments de pétole et tout. Donc la météo est très changeante, elle est très variable. Elle peut justement de passer tout au tout en quelques minutes, en quelques secondes, on peut se retrouver avec rien et beaucoup, etc. Mais pour l'instant, voilà, voyons un petit peu avec encore beaucoup de précautions, mais voyons un peu ce qu'il en est. Mais pour l'instant, à chaque fois, ça collait quand même plus ou moins aux prévisions à Rome les plus précises quelques heures auparavant. Hein. Donc à voir comment c'est. Pour l'instant, on verra demain justement. Là, j'ai tous les modèles météo qui s'alignent plus ou moins pour me dire à peu près la même chose. Donc techniquement, je sais à peu près à quelle sauce on va être mangé. L'idée, c'est de voir à quel point, justement, si je vous parle de ça, c'est parce que ça me trotte beaucoup dans la tête. La question, c'est, là, je suis sur des fichiers météo depuis plusieurs jours. Je prépare ma navigation et je me dis à quel point ça va être la réalité. Parce que si ça se décale un tout petit peu, je me retrouve à me faire éclater, quoi. Donc, il faut vraiment voir à quelle précision, quelle rigueur a justement ces prévisions qui sont réputées pour être tout le temps fausses ou en tout cas imprévisibles. Bon, bah, l'idée ça va être de voir est-ce que c'est plutôt une météo variable dont les gens se renseignent peu sur vraiment les détails au dernier moment, parce que c'est sûr, si vous regardez votre météo 3 jours avant, le jour J, il y a de grandes chances que ça ne soit pas la même chose. Mais si vous regardez la veille au soir et le matin avant de partir, il y a de grandes chances que ce soit ce que vous allez avoir. À comprendre. Bon bah voilà, écoutez, je vous laisse. Je pense que j'ai pas envie de batterie, ça coupe d'un coup comme ça. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente... C'est dur, hein, c'est dur de vous laisser dans un panorama comme ça. Je vais même en profiter pour moi un petit peu, en vrai de vrai. Parce que c'est tellement beau, j'aimerais bien me poser et observer un petit peu sans avoir à parler, à vous raconter un petit peu la vie à bord de Saori. Hein, c'est vrai que là on a vu pas mal de choses encore, mais il y a beaucoup de choses qui trottent dans la tête d'un capitaine, vous voyez, que ce soit l'entretien du bateau, les gens qui manœuvrent, que ce soit la météo, que ce soit, et même dans une belle balade comme ça, bah là c'est un peu comme si je parlais aussi à haute voix, comme si je réfléchissais à haute voix, pardon. Parce que vous voyez que même des fois une file d'attente, la file d'attente à la caisse quand vous faites l'avitaillement, c'est lunaire. Si vous regardez un marin qui fait son avitaillement, un chef de bord qui fait son avitaillement, qui va pour partir, et que vous le regardez quand il est à la caisse en train de faire la file d'attente, c'est lunaire. C'est vraiment, si vous demandez le stress, il est dur. Parce que vous êtes les yeux dans le vague, en train de réfléchir à leur vague, si à telle heure ils sont peut-être une direction, alors je vais pouvoir faire une approche dans cet endroit, etc. Enfin, là-bas c'est ça qu'il faut faire, hein, pour éviter justement de se retrouver à rentrer quand le vent se lève et puis à devoir improviser sur le moment avec les 12 personnes qui sont autour. Ça c'est vraiment insupportable et les gens n'ont pas honte, hein. Ça moi je n'en peux plus, voilà. je le dis ouvertement, je n'en peux plus de ces gens qui ont un tel laxisme sur la façon dont ils s'amarrent et aucune honte en fait. C'est ça, c'est que normalement
Moi je fais un quart de ce qu'ils font. Je courbe le dos, je baisse la tête, le menton collé contre la poitrine et je dis excusez-moi, pardon, désolé, etc. Même s'il s'est rien passé. Et juste pour le stress, le fait qu'il y ait tout le monde qui sorte, etc. Le fait de foutre la frousse à tout le monde. Hein. Je le répète et je le répète, si on était 6-7 sur les boutons à attendre que la personne s'amarre, en aucun cas pour l'aider, hein, c'était pour évidemment c'était pour l'aider, mais c'était aussi pour protéger les bateaux de potentiels dégâts, quoi. Donc ça, il faut bien comprendre que ça saoule tout le monde parce qu'on le fait beaucoup une fois et peut-être que ça fait la 5e fois de la journée que la personne le fait. Avec, comme je vous ai expliqué, le coup de la marche avant, marche arrière avec le cœur et le sang, c'est exactement ça. Quand vous mettez des grands coups de marche avant et de marche arrière qui n'ont aucune utilité en plus à part empirer la situation. Mais ça communique tellement de stress en plus. Les personnes à bord sont tétanisées. On sent que tout le monde sait que le capitaine il est dans les choux, dans le jus total. Et du coup tout le monde connaît la situation et ils ont tous vu au moins une fois comment ça finit. Et du coup bah, c'est la roulette. C'est à vous demander est-ce que vous êtes mis au bon endroit, le bon jour. C'est juste ça. Et ça c'est vraiment insoutenable parce que c'est vachement évitable. Typiquement là, sans même parler de cours, sans même parler de formation, d'expérience, de quoi que ce soit, là ils seraient venus 3 quarts d'heure avant s'ils avaient vu la météo, s'ils avaient su que ça se levait à telle heure. Ils venaient 3 quarts d'heure avant, ils venaient juste avant que le vent se lève, ils avaient le temps de régler les pendilles et tout. Qu'est-ce que vous voulez commencer à tirer sur des pendilles, etc. quand ça souffle dans tous les sens? Forcément c'est plus compliqué. Alors c'est pas impossible, vous pouvez vous aider du moteur et tout, mais ça demande de l'expérience là encore. Donc si vous en avez peu, bah, venez vous amarrer quand il n'y a pas de vent, quand il y a pétole, c'est pas honteux. C'est pas honteux. Voilà, mais bon, après même dans la pétole, hein, on voit des dingueries. Hein. C'est ça qui est impressionnant, c'est que même sans vent et sans courant et sans aucun problème d'éléments, sur une mer d'huile, les gens, on se rend bien compte qu'ils arrivent à même ne pas savoir comment amarrer le bateau. Combien j'en vois qui me jettent le cordage sous le vent pour les arrêter. Enfin, c'est un moment ça c'est du niveau 2 voire niveau 1 je pense, FFV. Non, elle est peut-être pas niveau 1 mais c'est niveau 2 ou niveau 3, mais je pense que c'est du niveau 2. Donc niveau 2 c'est quand même, vous n'êtes même pas à un tiers du parcours de la formation. C'est vraiment là, vous êtes niveau 2, vous êtes en train de découvrir, d'apprécier. Normalement vous tombez de passion pour l'activité, le sport. Et du coup l'intérêt prend le dessus sur la difficulté d'apprentissage, etc. Mais en aucun cas quand vous arrivez, vous devez au moins savoir quel est le bout au vent et quel est le bout sous le vent quand vous larguez ou quand vous amarrez. Enfin, c'est des trucs, c'est tellement aberrant que moi je peux pas faire une vidéo, je peux pas c'est pas mon rôle non plus de, enfin, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait, c'est ça où je suis vraiment très attristé de la situation, c'est qu'est-ce qu'on fait, de quoi je vous parle. Est-ce que je vous fais de la vidéo poussée sur la navigation? Est-ce que je vous fais juste découvrir des beaux endroits? Est-ce qu'on reprend tout de A à Z comme on l'a déjà fait 2-3 fois dans notre chaîne? C'est pas la première fois qu'on reprend tout de A à Z. Moi je peux pas éternellement reprendre tout de A à Z parce qu'à chaque fois que je rencontre des gens, je me rends compte, pas des gens directement, mais à chaque fois que ma vie au port depuis 6 ans, je me rends compte que la situation est de pire en pire. C'est de plus en plus catastrophique. Il y a de plus en plus de bateaux. Là, le bateau neuf à 300 000 balles, explosé contre le ponton jour 1, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et pourtant, il était très là pour donner des ordres et dire non, non, fais pas ci, fais pas ça au moment de l'amarrage. J'y étais au moment où ils ont amarré le bateau. J'ai vu le chef de bord, il était là, il donnait des ordres à tout le monde, genre moi je sais mieux, moi je sais mieux, moi je sais mieux. Et voilà. Et le bateau, et voilà, il va repartir en chantier. Dès que les gens auront fini de naviguer, ils repartiront en chantier. Les chantiers sont surchargés. Vous avez des problèmes d'entretien. C'est un petit peu comme si vous avez, voilà, il y a des casses classiques chez les garagistes. Et on a besoin de place pour ça. Enfin, je sais rien. Il faut changer les plaquettes de frein, faire des vidanges, faire des révisions, des trucs comme ça. Bon, bah, il faut qu'on puisse le faire quand même. Ça, c'est le B.A.-ba. C'est censé, voilà, on est censé pouvoir le faire.
Si maintenant c'est tout le temps, c'est comme si à chaque fois que vous alliez chez le garagiste, on vous dise ah bah non désolé, on est plein jusqu'à dans 4 mois, 3 mois, 4 mois des fois, parce que tout le monde doit refaire faire son pare-choc quoi. Mais attendez, mais on est où là? On est où? Donc c'est très compliqué, vous faites griller la place par des gens ou des gens prennent le dessus parce que justement faire une petite réparation sur un bateau hors de prix qu'un mec n'a pas su manœuvrer, et ben là c'est des gros sous très faciles, alors que se faire chier, aller démonter le moteur, faire ci etc pour quelques centaines d'euros, voilà non hein. Voilà non, je préfère dire non, je préfère dire démerde-toi, va voir ailleurs, même si tu as un problème technique qui t'empêche de naviguer en toute sécurité. Moi je préfère largement faire mes petites réparations ou mes petits portiques en inox sur les bateaux tout neufs qui de toute façon vont naviguer 2 fois, vont s'éclater dans un ponton et vont revenir aussi vite. et voilà comment fonctionne le système, c'est comme ça. Et vous naviguez au milieu et là j'ai qu'une hâte, c'est de voir si quelqu'un est venu manœuvrer à côté de Saori, et si oui comment. Là tout à l'heure j'ai vu, je donne un exemple, c'est du concret hein, c'est du concret. Je vous donne un exemple, j'étais donc le port du Frioul, c'est un grand U comme ça, bon bah j'étais de l'autre côté du U, à l'opposé de mon bateau, en train d'aller faire les courses, et puis je voyais au loin le bateau qui tournait autour du mien dangereusement, marche avant, marche arrière, etc. J'ai dû tout abandonner, tout poser, courir, me taper 10 minutes de course effrénée pour arriver à la seconde avant qu'il commence à s'embarquer dans la place, etc. Parce que si vous arrivez 10 secondes trop tard, bah, c'est trop tard hein. Donc là il fallait courir, sachant que bon, toujours compliqué. Et voilà, après vous arrivez avec un grand sourire, vous dites oui bravo c'est bien, et puis vous repartez et là vous pouvez enfin aller faire vos courses en espérant que quelqu'un se mette pas de l'autre côté et rebelote. C'est pas une vie, c'est pas une vie. Donc en tout cas c'est sûr qu'il y a certains, je sais pas, j'ai hâte de voir comment ça va être la suite, parce qu'en Espagne et en Portugal on n'avait pas du tout ce problème là. Il y avait quand même, je pense qu'il y avait très peu d'Espagnols qui naviguaient en soi comparé en France. En France, il y a énormément de gens qui naviguent. C'est beaucoup plus démocratisé et accessible qu'ailleurs. Donc en Espagne, au Portugal, et certains endroits en Bretagne, tous les gens que vous voyez, c'est des étrangers qui voyagent, qui font des grandes traversées, etc. Et dans la majeure partie des cas, il y a nos sous-ça, ils ont des grands bateaux, ils savent gérer leurs trucs, ils ont de l'expérience pour le faire et tout. Donc, la plupart du temps, il n'y a pas de problème quoi. Le vrai problème, c'est les locaux qui ont la maison à côté du port, qui achètent un bateau comme ça, sur un coup de tête, sur un coup de crise, de trucs. Si c'est pas ça, c'est le divorce. Si c'est pas ça, c'est je me barre. Si c'est pas ça, c'est j'arrête tout. Ou alors c'est carrément je plante le boulot pour faire ça. Ou voilà, c'est des gens qui souvent sont un peu dans un état où ils ont besoin de liberté, besoin de cette bouffée d'air, cette bouffée de frais. Et malheureusement, c'est pas dans ces conditions-là qu'on peut se lancer dans une aventure. Comprenez que c'est comme si vous étiez, vous dites, vous êtes dans votre chalet tranquille et vous dites ah, j'ai besoin d'air, je vais partir en t-shirt et en jean et je vais aller marcher pendant deux jours sur les crêtes quoi. Bon bah il y a un moment vous allez être vite rattrapé par la réalité des choses. Et bah là c'est pareil, c'est-à-dire que quand vous partez sans expérience, sans aucune expérience sur un voilier habitable, bah vous vous retrouvez c'est comme si vous étiez en tongs et en jeans au milieu dans un champ de poudreuse hein. C'est quand même pas du tout la situation souhaitée et idéale. Et en plus on n'hésitez pas, moi je suis un petit peu à bout au niveau émotionnel, j'ai déjà beaucoup de complexité à devoir gérer cette Méditerranée qui est, malgré ce que je vous ai dit sur les prévisions, etc., qui est quand même très violente au final. Elle permet pas, de ce que je vois pour l'instant, elle ne me permet en aucun cas de faire des semaines au mouillage tranquillement, en tout cas là où je suis. Elle permet pas non plus d'être complètement libre. Alors certes il n'y a pas de marée, ce qui offre une vraie
une vraie liberté, enfin une grosse contrainte en moins, ça c'est certain. La contrainte de la marée, c'est quand même quelque chose, hein. Qui dit marée dit courant. Donc là, il n'y a pas de marée, il n'y a pas de courant. Donc c'est beaucoup plus simple par rapport à ça. Maintenant, les vents et puis surtout les phénomènes météorologiques, hein. Il y a tous ces dérèglements climatiques qui fait que la Méditerranée étant trop chaude, on est déjà à la limite. Il y a déjà des orages de fous furieux. Là, voilà, pendant 2 semaines, il y a eu des orages tous les soirs. Bon, bah, vous pouvez pas naviguer du coup. Ça devient compliqué de naviguer. Donc, il faut se méfier de... Bonjour. Il faut se méfier de cette Méditerranée qui peut paraître très clémente, mais il y a déjà voilà ce problème de, c'est pas uniquement le problème de vent, mais on va avoir on a des grosses pluies diluviennes, on a de la grêle, on a de la foudre. Voilà, moi c'est plutôt ces phénomènes là qui me font très peur. C'est tout ce qui est coulée de boue, on voit les trucs avec les caravanes qui flottent, etc. En Italie du Nord, il y en a aussi beaucoup. Bon bah ça, toutes ces grosses chutes d'eau qui du coup font énormément de dégâts. Bon bah là, si vous êtes au milieu, vous pouvez pas faire grand chose, donc je suis déjà très préoccupé par ça. Alors effectivement, en Atlantique, vous avez des pressions. Bon bah quand vous en avez une forte qui arrive, vous la voyez venir à plusieurs jours, donc déjà vous avez le temps un peu de vous préparer. Mais c'est sûr que ça peut être très violent, ça monte à 70, 80 nœuds, etc. Ça peut quand même voire même plus, hein, si vous êtes vraiment mal placé. Il y a aussi ce côté où elles peuvent s'écraser dans le nord de la France, elles peuvent s'écraser au milieu, voire même dans le sud. Donc du coup il y a un peu ce côté roulette russe où c'est que qui va se prendre le plus de vent. Bon, ici c'est des vents beaucoup plus terrestres, hein, c'est surtout le Mistral, la trame. Il y a aussi le vent du sud, le vent d'est, il y a quand même d'autres vents qui sont aussi très violents. Mais c'est en continu, quoi, ça n'arrête jamais, et l'un remplace l'autre dans la journée, dans la nuit, etc. Donc moi que j'avais l'habitude de faire de longues naves de nuit et tout, voilà, c'est ce que j'ai pu faire. On verra un peu après quand le temps se sera un peu stabilisé, c'est peut-être la période qui veut ça. Mais après je sais que ça va être beaucoup de pétole la journée, un peu de thermique, mais du coup ça va être beaucoup moins agréable pour faire de longues navigations. On va manquer de vent, donc je ne sais pas quand est-ce que c'est la période parfaite pour naviguer en Méditerranée. Ça, je me pose encore la question. Voilà, et j'ai peur de ne jamais avoir de réponse. C'est un petit peu ma peur, quoi. Donc j'ai déjà tous ces côtés-là à gérer, de devoir un peu appréhender et affiner mon sens marin méditerranéen, qui avait quand même pas mal de... qui était bien aiguisé Saori, ça me l'air bon. C'est bien aiguisé, affûté en Atlantique, mais qui en Méditerranée vraiment est très débutant, et vraiment à un niveau proche du ridicule, si on veut être vraiment humble. Donc j'ai beaucoup à apprendre, à enseigner, enfin beaucoup à apprendre. Ce climat ici qui est vraiment très particulier, quoi. Très particulier. À voir si peut-être que quand on sera sorti du golfe de Gênes, c'est possible que les vents soient un peu différents, mais bon, de toute façon ça sera pareil, hein. Du vent fort il y en a partout en Méditerranée, hein. Il n'y a pas un endroit où c'est vraiment très calme. En tout cas j'en ai pas trop vu, j'en cherche un peu. Si vous connaissez, dites-le moi. Mais je cherche un endroit où justement c'est un peu plus tranquille, et pour l'instant j'ai pas trop l'occasion d'en voir. Voilà, bah écoutez, c'est sur ce beau panorama du Frioul que je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi j'ai ma fin de journée aussi à apprécier avant de partir de demain, et demain on reparlera navigation, etc. Il y a pas mal de vidéos à faire, mais j'avais envie quand même de vous faire une balade. J'avais envie moi-même d'y aller aussi, et je suis pas déçu. On a vu de très beaux paysages. La luminosité n'était pas parfaite, mais quand même c'était vraiment exceptionnellement beau cet endroit. Un petit domaine de paradis, si proche de ce que peut être Marseille, avec le brouhaha qui y règne. Bon bah là vraiment c'est vraiment un petit arrêt sur image dans le temps, quoi. Il y a vraiment ce côté pause. Le temps est mis en suspens,
tant que vous passez la navette comme ça, et une fois sur l'île, le temps est mis en suspens, et après vous revenez un peu comme dans Dragon Ball Z avec la salle du temps. Un peu pareil, voilà, pour ceux qui ont la référence. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt, à demain, bye bye.